Rencontre sur RCF. Eh bien, une émission aujourd'hui pour parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Un sujet qui intéresse notamment des militaires, des gendarmes, des scientifiques, notamment les astronomes, les journalistes aussi. Et ce sujet, il intéresse également certaines associations. Nous allons parler des ovnis de rencontre aujourd'hui. Notre invité, c'est Alix Leproust. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes le président, le responsable de l'une de ces associations. Elle travaille en Normandie, c'est Ufologie Dynamique. Voilà. On rappelle brièvement le sens du mot ufologie. Alors ufologie, c'est en fait l'étude des rapports d'observation des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça regroupe en fait un ensemble de données qui en fait permettent de dresser un portrait objectif, du moins d'un phénomène observé. Et vous vous intéressez à la question depuis 15 ans. 15 ans, ça va faire 15 ans à l'état brut. Et comment c'est venu ? C'est venu, en fait, mon père s'intéressait au phénomène depuis les années 60. Et il avait collectionné un certain nombre d'ouvrages dans sa bibliothèque. Et moi, à l'âge de 15 ans et demi, j'ai commencé un petit peu à fouiller dans sa bibliothèque et je suis tombé sur le mot ovni. Alors, à 15 ans, le mot ovni, c'est assez étonnant. Et j'ai commencé à lire les premiers ouvrages sur la question, comme celui de Joseph Allen Hynek, l'astronome, ou Jacques Vallée, docteur Jacques Vallée. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis intéressé par la suite en achetant d'autres ouvrages. Alors bien sûr, dans les conversations, quand on parle des ovnis, très vite la question « Tu crois aux ovnis ? Vous croyez aux ovnis ? Vous, qu'est-ce que vous répondez quand on vous pose cette question-là » En fait, le but, quand on pose la question, c'est sortir en fait du débat croyant, non croyant. Le but est justement de rationaliser cette étude et de la sortir de son aspect irrationnel. Alors, car ce n'est pas un objet de foi, les ovnis. C'est pas un objet de foi. Il y a des apparitions qui sont notées, qui sont répertoriées par des gendarmes, par des policiers, par des journalistes éventuellement. Voilà, exactement. Donc en fait, dans l'ensemble de ces données, on essaie en fait de présenter quelque chose de concret. Donc quand on me pose la question, tu crois ou tu ne crois pas, je dis, je sors totalement du débat de la croyance. Il n'est pas question de croire, il est question de rapporter des faits. Vous, c'est votre objectif dans cette association Ufologie Dynamique. Alors, le premier objectif de l'association, c'est avant tout de sensibiliser. C'est le premier objectif. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de travailler actuellement sur la façon de communiquer en ufologie. Faut le savoir qu'en ufologie, malheureusement, il y a énormément de données qui sont des fois prises sur des aspects sensationnels, sur certains aspects dogmatiques. Et le but, c'est de changer la communication auprès du grand public, auprès des médias, de façon à apporter aujourd'hui une ufologie qui puisse être présentable et saine, entre guillemets, de tout aspect sensationnel. Oui, alors ce qui est sensationnel et ce qui est peut-être aussi un peu farfelu dans l'ufologie, ça existe. Ça existe, c'est même encore en vigueur. Il suffit d'aller sur Internet, sur un moteur de recherche, taper le mot ovni et vous allez être, comme je dis, vous allez être servi sur l'aspect sensationnel et dogmatique. Alors c'est vrai que l'ufologie est partagée en deux. Vous avez un petit pourcentage de gens qui travaillent sur la question, comme Didier Gomez de la revue Ufomania ou Thibaut Canuti, historien et conservateur des bibliothèques. Vous avez des gens comme ça qui travaillent avec pragmatisme et objectivité, qui ne rentrent pas comme ça tout de suite avec des réponses toutes faites, comme ça se passe en ufologie actuellement. Moi, j'essaie justement, de mon côté, de travailler dans ce sens. Dans un sens où en fait on se débarrasse de tous les scories, comme le dit Yves Sillard, ancien directeur général du CNES, de se débarrasser de toutes les scories de l'ufologie pour en fait avoir véritablement quelque chose de concret à mettre sur la table. Donc vous voulez informer le public, vous l'avez dit, voilà. Vous collectez des témoignages, c'est ça votre grande préoccupation. Et en Normandie, vous
collecter des témoignages? Alors en Normandie, on collecte des témoignages, on enquête sur le terrain, on rencontre des gens qui veulent témoigner. Certains font des démarches auprès de la gendarmerie nationale et auprès d'associations comme la nôtre, ou alors ils vont directement vers une association parce qu'ils n'osent pas aller à la gendarmerie nationale de peur d'être pris pour quelqu'un de ridicule ou d'un Et oui, alors farfelu. ça c'est un frein. Ça, c'est un frein parce que beaucoup ne veulent pas, et on peut admirer les pilotes d'avion Oui. qui osent Aujourd'hui, oui, témoigner, dire ce qu'ils ont vu, car c'est un peu risqué, et dans d'autres corporations aussi, bien sûr. Oui, de plus en plus. Il semble que depuis maintenant, j'observe comme ça depuis 2-3 ans, qu'il y a une espèce de réveil de la part de certaines corporations concernant les témoignages, en particulier les pilotes. Là, on avait reçu au premier repas ufologique Jean-Charles Duboc, qui est ancien commandant de bord à Air France et qui Oui, était on l'a très vu connu. à la télévision. Oui, il est très médiatique. Il est connu, oui. Et il était récemment à Washington avec un panel d'observateurs militaires pour demander au gouvernement américain de soulever la question sur le phénomène. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il commence à y avoir une espèce de sensibilisation de la question concernant certaines corporations scientifiques, militaires, civiles et autres. Ufologie Dynamique, c'est une jeune association. Oui, c'est créée, je crois, en 2006 ou 2005. Ouais, fin 2006. D'accord. En fait, moi j'ai essayé après l'enquête, l'enquête on l'appelle un peu entre guillemets cet ovni sur le Havre, qui avait été retranscrit par la presse havraise à l'aide d'appels à témoins. Et donc, et depuis la mise en ligne des rapports du GIPAN au sein du CNES, Centre National d'Études Spatiales, moi j'ai pris quand même la décision de sensibiliser le public fin 2006 sur la question, mais avec des données véritablement propres en fait en ufologie, du moins les meilleures données, les meilleurs rapports d'observation, et de se poser la question scientifique. Et donc, depuis le début des activités de cette association, vous avez déjà collecté des témoignages intéressants? On a collecté des témoignages intéressants. On a tout récemment le témoignage de Criel-sur-Mer du 26 août 2007 d'une personne qui est brevetée pilote, qui est spécialiste des sports aériens et qui a été témoin d'un phénomène non conventionnel à 11h du soir près de chez lui. Alors, non conventionnel, exemple? Alors, l'aspect non Si conventionnel... on voit des boules rouges dans le ciel, Alors, est-ce que c'est conventionnel ou pas? Non, ce n'est pas conventionnel. Par exemple, l'aspect conventionnel, c'est quand un phénomène produit en fait des évolutions qui ne sont pas en rapport avec des avions, des ballons, tout artefact technique ou naturel. Donc on le nomme en fait non conventionnel parce qu'on ne l'arrive pas à intégrer dans quelque chose de normal entre guillemets. Rencontre Wilfried Joly. Rencontre sur RCF. Aujourd'hui, une rencontre avec Alix Leproust, le président de l'association Ufologie Dynamique, une association qui agit, on l'a vu, en Normandie. Vous êtes vous-même havrais. Oui. Alors, pourquoi dynamique, au fait, dans l'intitulé de dynamique de l'association? pour quelque part, moi je trouve que la terminologie s'accorde bien parce que c'est en fait une dynamisation dynamique, une dynamisation de tout ce qui est médias et grand public, et une dynamisation du milieu ufologique, puisque le but est de changer un petit peu la communication qui se fait en ce moment sur la question. Donc de changer cette communication en une bonne communication objective et pragmatique.
Donc voilà pourquoi dynamique. On crée en fait des dynamiques dans diverses corporations, divers milieux, que ce soit grand public ou médias, ou voire scientifiques, universitaires. Alors revenons au témoignage que vous êtes parvenu à collecter pour l'instant, mais aussi on peut parler d'autres phénomènes qui ont été observés ces dernières années ou ces dernières décennies en Normandie ou en France. Quand des informations parviennent comme ça, alors on va les prendre en compte et on va essayer de discerner le vrai du faux. Vous parliez d'objectivité, mais là déjà, il peut y avoir des appréciations non objectives au départ, il peut y avoir de l'illusion, des confusions avec des phénomènes météorologiques ou d'autres choses. Alors le but, il faut en fait s'inscrire dans une méthodologie. La méthodologie de départ, c'est d'abord trouver tout aspect conventionnel et ne pas rentrer dans le cadre du mystère ou de l'interprétation. Déjà, il y a une note déjà lorsque vous enquêtez sur le terrain, lorsqu'on fait par exemple une enquête, on rencontre un témoin, vous avez le témoin qui en fait s'il reste, qui s'y prend du recul par rapport à son observation, nous donnera quelques indices sur la crédibilité de cette observation. Mais si vous avez des témoins, et ça arrive par moment, on en a eu un tout récemment, un témoin du 21 octobre 2007, qui en fait interprétait énormément cette donnée, et là, lorsqu'il interprète à sa manière cette donnée, on peut par moment émettre un doute sur son témoignage. Mais il n'empêche qu'il faut chercher en fait la solution. On peut pas apporter de solution, mais chercher ce qui est conventionnel et ce qui est non conventionnel. Oui, donc être psychologue, déjà repérer ce qui est l'objectivité, je pense ce qui qu'il n'est pas. Je pense qu'il faut un petit peu de psychologie. D'ailleurs, je pense que le milieu ufologique français n'est pas assez fin psychologue sur la question. Moi, je pense véritablement. Pourquoi ? Parce que il n'arrive pas à dissocier l'ensemble de la question, l'ensemble et les données d'une enquête. Il n'arrive pas à dissocier et va l'englober souvent dans des théories personnelles. Nous, on fait totalement abstraction de tout ça. En fait, et d'ailleurs, certaines personnes sont intéressées et nous disent, bah tiens, au moins, c'est une autre approche de l'ufologie. Donc vous menez l'enquête. Alors gendarmerie, police. Alors gendarmerie, police, aéroport, aéroclub, météorologie nationale, locale. On essaie en fait on vous connaît bien dans la région maintenant. On commence, si vous voulez, j'ai aussi des gens autour de moi qui font certaines choses. J'ai Marc Hérouard qui lui a travaillé un peu sur l'enquête de Criel-sur-Mer. Il y a des enquêteurs comme ça qui commencent à se faire un petit nom par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. Moi, si vous voulez, moi je m'occupe plutôt aussi, je m'occupe des enquêtes, mais je m'occupe aussi de l'aspect communication, relations médias. Donc c'est vrai qu'on commence à entendre parler de Monsieur Le Proust sur la région. Bon, moi j'essaie pas de faire parler de moi. Le but c'est surtout de faire parler les gens aussi qui sont autour de moi, et puis de parler de la question le plus sérieusement possible. Est-ce que vous pouvez éventuellement collecter des témoignages dans des régions différentes, dans des communes vraiment différentes, éloignées, pour un même phénomène ou pour un même fait, dirons-nous ? Alors, il se peut que, par exemple, vous alliez dans l'Eure et que qu'un phénomène observé dans l'Eure puisse être observé en Seine-Maritime à quelques heures d'intervalle ou quelques jours d'intervalle. Ça arrive. D'ailleurs, je pense que le phénomène de Criel-sur-Mer du 26 août 2007 a été observé dans d'autres villes comme celle de Fécamp. On a quelques indices qui semblent qui corroborent en fait l'observation du témoin de Criel-sur-Mer. Donc c'est vrai qu'on est amené à aller dans toute la région normande. Basse et Haute-Normandie, d'ailleurs. Est-ce qu'on a des chiffres sur des pourcentages sur tous ces phénomènes pour savoir ce qui est vraiment énigmatique, ce qui reste vraiment mystérieux, voire troublant, et puis ce qui est référencé après enquête? En fait, dans la globalité des témoignages, il doit exister à peu près. L'autre jour, au café ufologique, aux yeux d'Elsa, je présentais 250 cas comme ça en globalité depuis les années 50. Mais en fait, il existe probablement le double
entre ceux qui ont été enquêtés, ceux qui ont été un peu bâclés et les témoins qui n'ont pas voulu aussi témoigner. Donc c'est vrai qu'il existe un certain nombre de témoignages intéressants. Un pourcentage de témoignages, je peux pas en donner obligatoirement un, mais de toute façon, sur par exemple 250 témoignages, vous avez peut-être une vingtaine de témoignages qui correspondent à quelque chose véritablement d'inexpliqué. Vous avez déjà cité plusieurs fois les repas ufologiques. Oui. De quoi s'agit-il? Alors les repas ufologiques, c'est une structure qui accueille des gens dans un lieu convivial. Donc là, on a justement le lundi, lundi 4 mars, on a mardi 4 mars, on a le 3e repas ufologique. Les repas ufologiques, c'est une rencontre entre des gens qui s'intéressent de près ou de loin à la question. C'est une rencontre avec des enquêteurs, des spécialistes, des écrivains, des chercheurs, et ça permet en fait d'échanger des informations, de sensibiliser les gens sur la question autour d'un repas. Là actuellement les repas ufologiques en France, c'est quand même plus de 25 repas dans la plupart des grandes villes de France. Et aujourd'hui, c'est un réseau qui commence à avoir véritablement de l'impact. Alors, vous avez l'occasion de rencontrer des gens intéressants dans ces repas ufologiques. Oui. Je peux citer par exemple Nick Pope, ancien responsable du bureau OVNI au sein du ministère de la Défense britannique. Oui, moi je l'avais rencontré. Voilà quelqu'un qui ne va pas raconter de bêtises. Là, c'est quelqu'un quand même de tout à fait sérieux, tout à fait crédible, qui a enquêté d'ailleurs sur le terrain avec des moyens plus ou moins réduits. Mais de toute façon, moi je l'avais rencontré à Paris, il était fort sympathique, il a expliqué en fait les témoignages véritablement troublants d'observations faites par des militaires, des scientifiques. Donc c'est vrai que véritablement c'est un homme passionnant à écouter, c'est une personnalité. Il était d'ailleurs encore présent à Washington récemment, et il faisait partie du panel qui présentait en fait les cas d'observation intéressants à étudier scientifiquement. Alix Le Proust, quand on pense aux ovnis, on pense très vite aux extraterrestres. Alors il y a un lien, vous faites un lien très vite entre les deux, ou bien vous dissociez les deux? Alors le but est de dissocier, parce que si on commence à, si vous voulez, à associer la vie extraterrestre et le phénomène ovni, le gros problème c'est que vous allez banaliser assez rapidement la question, et vous allez l'englober en fait dans le thème de la croyance. Et malheureusement, la recherche de vie extraterrestre, c'est scientifique, et la recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est pas obligatoirement, c'est pas encore scientifique, et ça doit être absolument dissocié pour y voir plus clair sur la question. Et malheureusement en France, on a affaire par moment à un mur. Ce n'est pas obligatoirement un mur politique, c'est pas obligatoirement un mur scientifique, c'est aussi un mur qui a été aussi créé par les ufologues eux-mêmes. Et vous pensez qu'en France, on ne prend pas assez au sérieux cette question des ovnis? Alors, on ne prend pas assez au sérieux, quoi qu'il y ait une évolution depuis la mise en ligne des rapports du GIPAN au sein du CNES. Il y a une évolution. Ça, c'est un fait qui est à ça, c'est un événement important. C'est un événement. Ça a été souligné par les médias. Par les médias mondiaux, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, ça fait grand bruit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette démarche, pour moi, est une avancée dans les relations démocratiques entre science et société. Véritablement. Vous avez cité le GIPAN, c'est quoi? Alors c'est le groupe d'information et d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, dirigé par l'ingénieur actuellement présent, monsieur Jacques Patnais. Ils essaient actuellement, si vous voulez, de récupérer un certain nombre de témoignages, de collecter et d'informer le public sur la question. Ils n'essaient pas de rentrer dans des hypothèses, ils sont assez objectifs et pragmatiques sur la question. Donc ils essaient quand même de faire quelque chose d'intéressant. Alors quand on lit des livres qui traitent des ovnis, souvent on parle de mystères, de choses qui ne sont pas révélées, de choses qui sont dissimulées. Ça existe tout ça? Il y a des ouvrages, il y a des auteurs, il y a des théories. Le gros problème, c'est que dans tout ça, on a du mal à s'y retrouver. Donc, le mieux, c'est d'avoir les meilleurs ouvrages référencés. Moi, j'ai quelques titres d'ouvrages là que je peux citer. Il y a le phénomène aérospatiaux non identifié de Yves Sillard, qui est ancien directeur général du CNES et ancien délégué à l'armement.
qui en fait a écrit un ouvrage collectif avec des scientifiques et des chercheurs, dont Jacques Arnoux, dominicain et chargé d'éthique au sein du CNRS. Ça, c'est à souligner. Il y a aussi un fait maudit, histoire et phénoménologie du fait ovni de Thibaut Canuti, qu'on avait rencontré cette année lors de sa conférence La figure extraterrestre dans le cinéma, donc un aspect un peu sociologique. Il y a l'heure des ovnis. Pour ceux qui s'intéressent aux ovnis en Normandie, les observations dans l'heure du 5 novembre 1990 par Didier Gomez aux éditions Lacour. RCF, la radio dans l'âme. Rencontre sur RCF, aujourd'hui une rencontre avec un passionné des ovnis, Alix Leproust. Il est l'animateur de l'association Ufologie Dynamique qui agit en Normandie. Vous avez cité il y a quelques instants un dominicain. On peut préciser aussi qu'au Vatican, on prend tout ça au sérieux. Il y a des astronomes qui étudient la question. Il y a une commission vaticane, une commission scientifique qui travaille en fait sur la question sur la question de recherche de vie extraterrestre, sur l'astronomie, sur l'astrophysique. Il y a entre autres une personnalité, Monseigneur Balducci, qui s'est intéressé fortement à la question, qui a été d'ailleurs très loin dans ses hypothèses, jusqu'à même avancer que nous étions déjà visités. C'est quand même quelqu'un d'assez sérieux au Vatican, Monseigneur Balducci. Mais il y a d'autres personnes comme ça qui s'intéressent à la question. Il y a, je pense, il y a obligatoirement une réaction de l'Église face à des données comme ça inconnues, et on doit prendre en compte, comme ça se fait au sein du comité de pilotage du GIPAN, on doit prendre en compte la question scientifique, philosophique et religieuse. Donc, votre association effectue un travail de recherche, un travail d'investigation, de l'information, vous y tenez beaucoup, et puis de l'analyse. L'analyse, alors l'analyse, c'est d'abord l'analyse du témoignage en lui-même. Un témoignage, ça s'analyse dans sa structure langagière. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi l'analyse photographique quand c'est possible. Oui, alors là, des quand boulevards possible, pour les fraudes, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi des fraudes, il y a des canulars. Il y a énormément de fraudes, il y a beaucoup de méprises. Étonnamment, il y a plus de méprises que de fraudes. Ça on pourra, c'est vrai que c'est à souligner. Moi, du moins dans ce que j'ai, c'est que il y a beaucoup de méprises et très très peu de fraude en fait. Vous les détectez facilement, les photos truquées? Ou les vidéos truquées, on en trouve aussi sur Internet. On en trouve. Alors moi, j'utilise pas Internet pour l'analyse. J'utilise uniquement les témoignages que j'ai sur le terrain. Mais on peut, en effet, avec des moyens aujourd'hui plus ou moins réduits, quand même en arriver à certaines conclusions concernant la photographie et les ovnis. Malheureusement, on dispose pas non plus d'un laboratoire d'analyse. Par moment, si on va aller plus loin, il faut payer une société avec des ingénieurs qui puissent se pencher en fait sur la question. Sur votre site internet, vous vous présentez comme un groupe indépendant. Pourquoi préciser cela? Groupe indépendant, parce qu'on est rattaché en fait à aucune organisation, on est rattaché à aucune entité. C'est uniquement en fait groupe indépendant. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont indépendants de toute autre association, qui travaillent uniquement ensemble, mais dans la même ligne, dans la même pensée, d'objectivité, de pragmatisme à l'étude de cette question. Comment vous joindre, Alix Leproust, si on veut notamment participer aux repas ufologiques? Alors, les repas qui ont lieu à Montivilliers. À Montivilliers, au Flanch de Montivilliers, à partir de 19h, c'est tous les premiers mardis du mois. Donc Montivilliers, dans la banlieue havraise. Dans la banlieue havraise, tout à fait, facilité pour s'y rendre. Alors ils peuvent me contacter au 06 61 99 25 14 directement, ou sur ACAD. On peut répéter le téléphone. 06 61 99 25 14, ou sur acad.ufo, acad.ufo.
ufo@laposte.net, ou sinon vous avez le www.lesrepasusufologiques.com. Vous verrez l'ensemble du réseau des repas ufologiques au niveau national et vous verrez la section Le Havre avec une page, la page officielle des repas ufologiques havrais. Et vous faites toujours des appels donc pour les collectes des auditeurs qui éventuellement auraient vu quelque chose d'intéressant. Alors s'il y a des auditeurs qui ont de toute la Normandie qui ont vu quelque chose de non conventionnel, qui nous contactent assez rapidement, on peut dépêcher un enquêteur sur place, on peut déjà les contacter et faire un rapport d'observation. Merci. Cette question.